Bonjour à tous, bienvenue dans Vert Politique, l'émission qui donne la parole aux 10-30 ans en vue de l'élection présidentielle. Alors aujourd'hui, je suis à Charmant-Langle, juste à côté de Braché, et je découvre la vie de château. Parce que mes nouveaux hôtes cette semaine, ce sont Henri-Pierre et Charles qui possèdent donc la bâtisse que vous pouvez voir derrière moi, qui est absolument magnifique. Allez, maintenant, on va à l'intérieur. Ah, bonjour Nina. Alors, est-ce que tu as bien dormi? Ben oui, très bien. Et vous? Bah écoute, très bien. Alors, nous sommes dans le grand salon, nous avons une trentaine de pièces, je ne sais pas exactement. Aujourd'hui, je suis en direction de Braché, qui est seulement à 25 minutes à pied de Charmant-Langle. Braché est aujourd'hui le village symbole de Marine Le Pen, présidente du Front National et candidate à l'élection présidentielle. Elle y vient faire ses rentrées politiques tous les ans depuis 2012, puisqu'il est apparu que ce village voté était celui qui votait le plus pour le parti Front National. Pour cet apéro-débat, j'ai donc rencontré le représentant des jeunes frontistes, Alric, 26 ans, et Julien, 19 ans, qui lui est apprenti cuisinier. Au menu des discussions, l'agriculture française. En effet, la Haute-Marne est un département qui vit beaucoup de ses ressources produites par ses paysans. Êtes-vous candidat? Quelque chose me dit d'ailleurs que je serai le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question. Ici, avant, il y a 10 ans, peut-être plus, non, il y a 20 ans, il y avait 8 agriculteurs. Maintenant, il y en a 2. Et les 2 ont vendu tout leur élevage parce qu'ils ne pouvaient plus s'en sortir avec l'élevage. C'était trop de travail, ils ont revendu ça à un agriculteur qui habitait à 5 km d'ici. Et qui, lui, pour pouvoir s'en sortir, il faut qu'ils aient 400 vaches. On a poussé les paysans à devenir plus urbains, en fait, à ce qu'ils achètent tout en grande surface, puis à ce qu'ils utilisent leurs propres produits. Du coup, maintenant, déjà, ça leur coûte plus cher de vivre. Ensuite, on a baissé leur coût de produit, on a baissé leur coût d'achat et augmenté leurs charges. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, on est rentré dans la mondialisation, ça c'est quelque chose qui a touché tous les pays sans être armé, et en rentrant dans une logique pour les agriculteurs en particulier, en leur disant, voilà, vous allez être mis en concurrence avec tout le monde et vous allez devoir vendre, arriver à vous dégager un salaire en étant mis en concurrence avec des gens qui dans leur pays sont payés beaucoup moins, donc qui ont la possibilité de vendre pour beaucoup moins cher. Donc on leur a dit ça, ce qui impliquait comme tu disais, d'avoir des exploitations où tu n'as plus 50 vaches, mais pour arriver à t'en sortir, et même plus, parce que les éleveurs c'est fini. Enfin, je pense que si on ne change pas, c'est fini pour eux. Si, il y a les élevages qui ont 400 vaches qui s'en sortent. Voilà, c'est ça. Mais et encore. Hein. Et encore, ils ont du mal. Là, ils ont 400 vaches, ils ont un ouvrier, et puis c'est tout. Ils ont dû ouvrir de gros investissements très très lourds pour étendre, pour faire en fait de l'industrialisation, hein, tout simplement. C'est ce que tu disais. Avant, c'était à taille humaine et c'était familial. Justement, c'est les investissements qu'ils ont dû faire, les ont poussés à un endettement terrible. Et pour les éleveurs, comme tu disais aussi, c'est le prix d'achat de leur lait, vu qu'ils sont mis en concurrence avec des gens qui travaillent pour beaucoup moins cher. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et fréquemment, même avec des amis, j'en discute, ils me disent, mais nous, et j'en connais, hein, bon, le cas est vérifié, où ils ont arrêté l'élevage. Ils avaient 250 têtes de bétail, bon, à côté, ils avaient 1000 hectares. Hein. Donc ils font du céréal. S'ils font que du céréal, qu'ils sont en monoculture, en monoproduction, ça se passe plutôt bien. Mais s'ils ont de l'élevage, c'est foutu. Pour vous, justement, le constat pourrait être qu'on pourrait s'orienter vers une agriculture plus biologique, tout ce qui est... J'ai rencontré des paysans qui, même sans être en biologique, déjà ils arrêtaient d'écouter tout ce que disent Monsanto, d'utiliser plein de produits, parce que les produits ça coûte très cher. Et ils utilisaient juste le minimum de produits comme faisaient les anciens. C'est-à-dire alors utiliser les produits quand le temps le dit. Par exemple, il pleut, et après la pluie, tu traites aux fongicides. Pour que ça et pas tous les 3 jours. Pas systématiquement. Alors que, par exemple, Monsanto, il va te dire, traitez tous les... À J+1, vous traitez. À J+10, vous traitez. À J+ temps, vous traitez. Alors que, il n'y a pas d'intérêt. Et finalement, ils s'en sortent mieux que d'autres agriculteurs qui ont des plus grosses surfaces et qui traitent comme le dit Monsanto par exemple. Dans des méthodes raisonnées, parce que là on parle de bio, mais il y a aussi d'autres méthodes qui sont entre le bio et le conventionnel, etc. Il y a toute cette marge-là, voilà, raisonnée. D'ailleurs on voit à côté, là, je connais à Signéville, il y a un agriculteur qui fait en semi-couvert. C'est des choses qui se faisaient plus... Alors c'est quoi semi-couvert? Pour une inculte de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on n'enterre plus forcément la semence. On creuse plus, on n'arrache pas la terre, il suffit de poser par exemple pour faire pousser le pomme de terre, c'est hallucinant, mais il y a la terre, on pose une graine dessus, on met un tas de foin, ça pousse.
Il n'y a pas forcément besoin d'arracher la terre. Il ne faut pas croire que tous les agriculteurs qui sont passés en bio sont forcément, entre guillemets, ce qu'on peut appeler des écolos, qui seraient typiquement Europe Écologie Les Verts. Là, je parle de politique, mais c'est révélateur. Il y en a, c'est uniquement pour des histoires de prix. Ils disent, mais nous, moi, en tant que tel, la nature, c'est pas... Ils disent, bon, on a déjà des normes assez drastiques, on ne pense pas polluer plus que ça, mais on est, entre guillemets, des bio-économiques. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir des meilleurs prix, que notre travail va être rémunéré à sa juste valeur ou à peu près à sa juste valeur, et c'est pour ça qu'ils s'engagent là-dedans. Et il faudrait que le gouvernement et puis toutes les collectivités poussent un peu plus dans ce sens-là, quoi, les soutiens. On les aide un peu, parce que s'ils passent en bio, c'est 2 ans de carence. C'est 2 ans où ils vont produire moins, parce qu'ils seront obligés de cultiver en bio. Mais ils ne pourront pas vendre en bio, ils devront vendre au prix de l'agriculture conventionnelle. C'est vrai. Mais d'ailleurs, on devrait essayer de trouver un statut qui soit entre les deux. Parce que le bio, le cahier des charges de bio, c'est quand même assez restrictif. C'est un label. On ne peut pas dire oui, c'est du bio parce que si je fais ça, ça correspond à quelque chose. Et on pourrait essayer de trouver une solution, je sais que ça existe déjà, mais d'unifier tout ça, quoi. Au lieu d'avoir 150 labels entre les deux, essayer d'en trouver un qui veuille dire quelque chose et qui, voilà. Je dis que le bio européen s'harmonise sur le bio français, par exemple. Parce que quand on apporte du bio espagnol en France, et ben le bio espagnol est pire en engrais que du non-bio français. L'agriculture bio est-elle l'avenir ? Les agriculteurs doivent-ils ignorer les recommandations de Monsanto, le géant américain des semences ? Dites-moi ce que vous en pensez, aimez, commentez, partagez, n'hésitez pas. Prochainement, je serai à Bure, une petite commune où est prévu un projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Et vous verrez, je rencontre Irène, 72 ans, une jeune retraitée qui a toute sa forme et qui me fait faire des choses insensées.